Et on ouvre maintenant une troisième séquence. On va se poser maintenant la question de savoir comment ces concepts et leviers s'articulent à l'échelle des territoires, des filières ou de la société. Et on va commencer avec Marine Piton, qui est chargée de mission agroécologie et viticulture éco-responsable à la Chambre d'agriculture de l'Hérault, qui est par ailleurs référente viticulture pour la Chambre régionale d'agriculture. Donc on a Madame Vigne d'Occitanie avec nous. Son intervention, agroécologie et certification environnementale en viticulture, l'urgence de la demande d'accompagnement. Ça fait écho à la question que vous avez posée tout à l'heure. Au hasard. Quelques points de départ sur le taux de déploiement, notamment de la certification HVE. Je crois que c'est le point de première entrée. Avant, on m'a demandé de faire un petit point sur l'agriculture en Occitanie. L'avantage quand on est dans le réseau Chambre, c'est qu'on a assez facilement des données chiffrées. Donc ça, c'est extrait d'un recueil qui s'appelle Agriscopie, qui est publié tous les 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, mais assez régulièrement en tout cas, et qui reprend les chiffres aux dernières dates. Donc là, on est sur les chiffres de 2020. Donc voilà, avec à peu près 64 000 exploitations en Occitanie. Donc vous voyez que on est quand même avec une grosse dominante grande culture et surtout système mixte fourrager prairie. Et qu'on parle beaucoup de la viti, et moi je ferai un focus viti, alors qu'en fait c'est que la petite zone violette. Enfin, c'est les petites zones violettes. C'est plutôt le Languedoc que toute l'Occitanie. On n'est pas voilà. D'ailleurs, faites un petit peu attention parce que les couleurs du cercle sont pas forcément les mêmes, ressortent pas tout à fait pareil. Voilà. Les vignes sont bleues ici alors qu'elles sont violettes à gauche. Voilà, voilà, c'est juste l'avoir un peu en tête. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis ce matin, des choses que j'allais dire parfois, donc il y aura peut-être des redites, notamment sur la partie introduction. Par contre, moi je ne vais pas vous proposer une définition de l'agroécologie, ce n'est pas aujourd'hui l'exercice qu'on m'a demandé, mais plutôt de voir un peu la traduction de ces démarches agroécologiques sur le terrain. Et pour ça, je vais commencer par des chiffres. Alors, des chiffres, c'est toujours intéressant, on leur fait un peu dire ce qu'on veut. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans ces chiffres, donc qui sont les chiffres de la certification environnementale des exploitations, et plus particulièrement le 3e niveau, le niveau HVE, c'est en fait de voir l'évolution de ces chiffres. Donc, le 841, là, 1er janvier 2018, on est au lancement de la loi Egalim. Voilà, loi Egalim, contrat de filière, filière par filière. Dans la filière vin est écrit qu'à horizon 2025, donc on y arrive bientôt, ouais. Il fallait que 50% des exploitations soient certifiées, etc., en HVE. Bon, par HVE était entendu certification environnementale des exploitations, donc les problèmes de définition, déjà. Ça, ouais. Ça, c'est France. Ça, c'est à l'échelle France. On a en Occitanie, première région en nombre de certifiés HVE, première région en nombre de certifiés agriculture biologique également. On voit quand même que ces chiffres, ils évoluent énormément et que là, pour le coup, en vert, le vert foncé, c'est la viticulture. Voilà, donc la viticulture y est allée. Pourquoi ces chiffres? Pourquoi ces évolutions qu'on voit aussi sur les chiffres de Terravitis? Ça c'est l'association Terravitis. Les chiffres HVE, c'est les chiffres ministériels qui sont publiés à peu près tous les 6 mois sur le site du ministère. Là, c'est les chiffres Terravitis, donc qui m'ont été fournis par l'association Terravitis. Donc c'est une autre labellisation. C'est une autre labellisation qui est aussi dans la démarche environnementale. Voilà. Pareil, ces chiffres, les valeurs absolues de ces chiffres, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir les dynamiques et depuis quand. Et si vous regardez Terravitis, on est également depuis 2016. Donc 2016, 2018, voilà, on est sur des moments un peu clés. Si on regarde les chiffres bio que j'ai pas présentés là parce qu'ils sont plus connus en général, mais on voit des évolutions assez similaires. Voilà, donc là, on fait un focus viti, mais si on regarde de manière générale, sur l'ensemble des filières, on a des évolutions sur la certification. Et ça fait vraiment écho à ce qui a été dit ce matin sur l'agriculture régénératrice, c'est qu'aujourd'hui, ce qui tamponne une démarche agroécologique, malheureusement, c'est un label, c'est un mot. Et donc, on a Terravitis qui évolue, on a la HVE qui évolue, on a la bio qui continue à évoluer. On n'a pas de déconversion massive en bio, on n'a pas de déconversion massive en HVE, en Terravitis, quand on a pu le lire. On est dans des chiffres qui sont tout à fait classiques d'une année sur l'autre depuis 10 ans. Voilà, donc... Malgré la crise du bio, on va dire... Alors, on est sur une année mildiou, on sera sur une deuxième année,
on en reparle l'année prochaine. Mais aujourd'hui, la déconversion, elle n'est pas visible, quoi. Enfin, malgré encore des articles qui sont sortis la semaine dernière dans la presse spécialisée, on n'a pas de déconversion massive ni dans le vignoble, ni ailleurs. On a des gens qui parlent fort. Et là, c'est 2 démarches pour vous donner des exemples, parce que c'est des chiffres auxquels j'avais accès facilement, mais vous avez aussi d'autres démarches qui se mettent en place avec des approches un peu différentes. Vous allez avoir le label Bee Friendly, qui a été cité ce matin aussi, avec vraiment un côté protection abeilles. Vous avez la démarche vigneron engagé. Voilà, vous avez la démarche verger éco-responsable, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Il ne me regarde pas. Il m'entend pas. On en parlera. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a des démarches de plus en plus globales. Donc, au début, on avait besoin d'indicateurs précis. C'est ce qui ressort de tout ce qu'on a dit ce matin. Si on n'arrive pas déjà à se mettre d'accord sur une définition, peut-être que des indicateurs, ça pourrait aider dans un premier temps. Et puis, je vais faire comme ça. Et puis, ça a évolué. On a vraiment mis un accent sur la prophylaxie, remis un accent, en tout cas, dans les démarches. Et la certification environnementale, elle est née autour de ça. Derrière, on va aller sur le raisonnement de la fertilisation, la gestion de l'irrigation et des approches de plus en plus globales. Et là, assez récemment, on voit une réduction des demandes sur la réduction de la consommation énergétique, une approche biodiversité fonctionnelle, c'est le Bee Friendly typiquement, réensauvager les fermes. Sur la filière viticole, on voit aussi apparaître de plus en plus toute une notion de consommation responsable. Et puis, et ça c'est quand même assez récent, et je pense que ça va s'amplifier un petit peu avec les manifestations qu'on a eues en janvier, mais quel est l'impact sociétal? Et tout ça, ça évolue. Tout ça, c'est des démarches de plus en plus globales, voilà, qui se mettent en place. Et là, vous voyez que je ne vous parle même pas de phyto. La phyto en agriculture, c'est la base de l'agroécologie. Ça fait des années qu'on travaille dessus sur la réduction phyto. Là, aujourd'hui, je pense que le vrai changement, c'est qu'on ne parle plus de réduction phyto, on parle d'agroécologie. Et Marine, par rapport à ce matin, on écoutait Philippe Barré, on aurait écouté Aurore de Belgique. Pardon ? Degré, merci, j'avais son nom que j'avais mangé. Qui disait en 3 ans, ou en 3 mois, en 3 jours plutôt même, on a balayé tous les efforts en matière d'agroécologie. Est-ce que, vu du terrain, toutes les annonces récentes gouvernementales, on a cette perception-là que, allez, c'est bon, l'environnement, ça commence à bien faire et ça y est? Ou est-ce que, au regard de ce que tu nous dis, finalement, le coup est lancé, quoi? Alors, au moins au prisme de la certification environnementale. Je serais plus nuancée que ça. Aujourd'hui, il y a des dynamiques qui sont lancées. Il y a des dynamiques collectives qui sont lancées partout sur le territoire, notamment en Occitanie. Enfin, voilà, en Occitanie, ça fait des années, et encore une fois, je parle de l'Occitanie parce que c'est ce que je connais, voilà, et de la viticulture. Mais les agriculteurs n'ont pas attendu, et depuis ce matin, les présentations le mettent en évidence, les agriculteurs n'ont pas attendu des politiques gouvernementales pour changer leurs pratiques. Alors, ça a été vers la mécanisation, et c'est revenir maintenant préserver l'environnement. Je pense qu'effectivement, quand la mécanisation est apparue, préserver l'environnement, on ne se posait pas trop la question et on ne voyait pas trop le mal. Donc, au contraire, le confort améliorait. Par contre, ce qui est hyper important, c'est ce qu'a dit justement Aurore, et en reprenant un peu en conclusion de ce matin, c'est que l'agroécologie, il ne faut pas que ce soit retourné en arrière. Aujourd'hui, si les agriculteurs ils se sont engagés, c'est parce qu'il y a eu une évolution du marché, parce qu'il y a une vraie quête de reconnaissance de leurs pratiques. C'est-à-dire que les agriculteurs, leur dire qu'il faut faire de l'agroécologie, ils sont là, bah oui, je sais, je fais quoi à ton avis? Voilà, et on en rigolait à midi, mais c'est quand on entend dire il faut arrêter de traiter n'importe comment. Oui, merci. On ne l'avait pas pensé avant. Enfin, voilà, après, il y a forcément des brebis galeuses. Oui, il y a forcément, mais il n'y en a pas qu'en agriculture. Oui, et dont en viticulture notamment. Oui. Toutes ces, donc la dynamique est lancée, ouf. Malgré peut-être des allers-retours ou des freins et des accélérations de politique publique. Ça se traduit par une évolution au prisme, on va dire, de la certification environnementale. Mais ça se traduit aussi... Et d'engagement de groupe. Voilà. C'est ça qui est important aussi, c'est que les diaporamas en présentation comme ça, c'est toujours, il y a toujours plein de choses. Ce qui est important, c'est quelques chiffres clés peut-être. Depuis 10 ans, globalement, où le plan éco-phyto, alors il a plus que ça, j'entends, mais où il s'est bien structuré, où on a des groupes sur le terrain. L'Occitanie, c'est 170 GI2E, donc super, encore un acronyme. C'est un groupement d'intérêts économiques et écologiques. Donc dans éco-phyto, on a quand même cette notion économique.
c'est 2600 agriculteurs. C'est 723 qui sont en groupe 30 000. Qu'est-ce que c'est un groupe 30 000 ? Bon, je ne vais pas tout vous détailler. Ce que je vais vous dire, c'est que regardez le nombre d'agriculteurs. On arrive c'est parfois les mêmes, on imagine. Il y en a quelques-uns. D'accord. Il y en a, mais pas que. Des uns dérivent les autres, mais en général, quand ils sont déjà dans un groupe, c'est investir dans plusieurs groupes. Oui, donc il y en a toujours. Autant on a les brebis galeuses, autant on a les têtes de pont. Donc c'est des collectifs qui s'engagent à travailler sur des leviers agroécologiques en particulier. Alors oui, 3 000 agriculteurs sur les 64 000 exploitations dont on a parlé tout à l'heure, ça paraît pas énorme. Sauf que sur une exploitation, il peut y avoir plusieurs personnes. Enfin, voilà. Et ça diffuse. Et c'est des gens qui s'engagent. Tout ça se traduit par une évolution du conseil ? Oui. Et c'est là où nous, en tant que Chambre d'agriculture, on a bien vu cette évolution sur les 10 dernières années. Moi, typiquement, je pense que je suis un peu un exemple, alors pas moi personnellement, mon poste, c'est que, en fait, moi, le poste de chargé de mission agroécologie à la Chambre d'agriculture de l'Hérault, il a été créé il y a 7 ans. Voilà. Donc, et il se résume à de l'accompagnement à la certification environnementale ou ça non. va être là Non, mais je le dis, et voilà, je pose la question pour que tu aies l'occasion de le dire. Aujourd'hui, nous les conseillers, et je parle des chambres, mais je ne parle pas que des chambres pour avoir échangé avec d'autres organismes de conseil, c'est assez vrai, la certification c'est une excuse à l'accompagnement, et les agriculteurs ils viennent vers ça parce que c'est une demande du marché, c'est une demande de leur négoce, c'est une condition d'accès au marché aujourd'hui, et du coup ils ont besoin d'être accompagnés, et donc là ils vont venir chercher d'autres compétences, de toujours, hein, vous voyez la carte là, c'est les conseillers viticoles héraultais. Alors j'ai pris l'Hérault parce que je suis un transfuge, donc je connais bien. Mais du coup, vous voyez qu'on a chaque couleur, c'est un conseiller. Donc le conseiller, il est spécialisé de son secteur. Il va aller du conseil à la plantation au conseil phyto, jusqu'à certains pas loin de la date de récolte. Voilà. Et depuis des années, ces conseillers, ils accompagnent pas que sur la réduction phyto. Et justement, c'est aussi ça qu'a fait la force du réseau des chambres et de d'autres organismes de conseil. Hein. Mais c'est ce côté global. C'est que c'est tout ce qui a été dit ce matin. Si on plante les vignes n'importe comment et que l'eau, elle stagne à un endroit et pas à un autre, ça ne marchera pas. Si on ne fait pas de la prophylaxie, si on ne connaît pas ce qui se passe sur le terrain, ça ne marchera pas. Et donc, on parle vraiment d'approche globale. Et je pense que c'est un peu un des messages clés. C'est qu'aujourd'hui, le conseil, nous, il a évolué sur ça. Sur vraiment ne plus se focaliser sur quelque chose, c'est vérifier effectivement que quand on applique un produit phyto en même temps qu'un biostimulant, parce que l'agriculteur, il n'a pas le choix, parce qu'il ne va pas sortir 3 fois son cultivé dans la même semaine, il faut vérifier que ça marche sur le plan mélange, mais sur le plan fonctionnel derrière, physiologie. L'entrée économique ? L'entrée économique. Alors ça, on y vient, et ça, aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu notre point faible, c'est que on maîtrise l'augmentation des rendements, on maîtrise le coût des intrants. Ce qui se passe entre les deux, c'est un peu plus flou. Même si dans tous les groupes, il y a toujours une demande d'approche économique. Et puis, pour aller un peu plus loin, aujourd'hui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Que ce soit augmenter les rendements ou augmenter les revenus, parce qu'on parle souvent d'augmenter les rendements. En fait, si on a moins de rendements mais qu'on les vend mieux, ça se passe bien. D'accord. Mais donc on génère plus de marge. On génère plus de marge, voilà. On a moins de charges. Aujourd'hui, l'accompagnement coûte cher. Moi, quand je me déplace sur une exploitation, il faut bien trouver l'argent pour payer mon salaire. Alors, c'est en fonction des agriculteurs, ça peut être plus ou moins bien pris. D'accord. Sachant qu'ils payent déjà des taxes parafiscales pour financer les chambres. Etc., pour financer les chambres. Donc aujourd'hui, comment on fait ? Et aujourd'hui, il y a quand même... Et c'est là où je rebascule sur en 3 jours, on a perdu 10 ans. C'est qu'effectivement, il y avait toute une réflexion qui était menée depuis des années sur le plan éco-phyto, notamment, c'est lui, je pense, qui a le plus été ciblé. Et je ne pense pas que les agriculteurs, ils étaient anti-éco-phyto. Ils étaient anti certains points éco-phyto qu'ils ne comprenaient pas. Mais par contre, ils ne voyaient pas tout ce que c'était derrière aussi. C'était tous ces accompagnements que j'ai cités là tout à l'heure. C'était du temps de conseil, du temps d'expé. Mais ça, c'est pas remis en cause dans la stratégie 2030. C'est pas remis en cause, heureusement, mais c'est pas les mêmes indicateurs, c'est pas les mêmes données de pilotage, pour faire simple, voilà. Et du coup, c'est un peu dommage d'avoir résumé le plan éco-phyto à ça, on est obligé de passer notre certif phyto. Alors, ceci étant dit, en tant que conseiller, on voit le avant-après certif phyto sur le terrain, et le certif phyto n'a pas fait de mal, hein. Voilà, à personne. Et beaucoup d'agriculteurs le disent eux-mêmes, d'ailleurs, malgré tout. C'est ça. Donc, ce qu'on entend, c'est qu'il y a un enjeu à soutenir et continuer d'élargir peut-être les soutiens publics à des approches plus globales, telles que tu l'évoquais. Et en fait, cette diapo-là,
par rapport à ce qui a été dit ce matin, en fait, elle sert à rien. Ça a été résumé à maintes reprises. Et d'ailleurs, moi, je suis toujours impressionnée par ça, c'est la convergence des conclusions de ces présentations qu'on n'a pas travaillé ensemble. On a chacun notre tour travaillé avec Pierre, mais on n'a pas travaillé les présentations ensemble, et finalement, nos phrases de conclusion, elles sont toutes assez similaires. C'est que les agriculteurs, ils n'ont aucun problème à aller vers l'agroécologie, ils ont leur propre notion de l'agroécologie. Par contre, ils ne savent pas par où commencer. Et il y a plein de choses à faire. Et il faut s'assurer que, je le vois, je rebondis là-dessus en lisant la dernière phrase, et tout en s'assurant qu'à la fin, ils gagnent leur vie avec. Et du coup, c'est là où Aurore a conclu parfaitement, je pense, cette journée. Il faudra ressortir cette phrase. C'est que, en fait, l'intérêt, c'est pas de revenir vers le passé, c'est de trouver les nouveaux systèmes. Alors oui, on peut regarder ce qui se faisait avant pour regarder le bon sens, toujours regarder le bon sens. Mais en fait, le passé, il est fini. C'est bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on s'organise maintenant? Et comment on les accompagne maintenant? Et c'est sur ça, aujourd'hui, que les métiers de conseil évoluent énormément. C'est qu'aujourd'hui, être spécialisé en viticulture, ça va être de plus en plus compliqué. Être spécialisé en arboriculture ou en grande culture, alors les grandes cultures, c'est un peu différent, il y a souvent plusieurs espèces, etc. Mais la spécialisation va devenir un peu compliqué aussi. Donc comment on fait? Et notamment en Occitanie, où la question de la capacité à produire de la vigne et du vin dans certaines zones va se poser, d'où l'enjeu de diversification en pensant. Et nous, c'est vrai qu'effectivement, pour le coup, contrairement à Aurore, leur eau, on la veut bien. Donc voilà. Et sur le côté, ensemble, on va peut-être un peu moins vite, mais on va plus loin. Je la rejoins également. Une question pour Marine, depuis la salle, ou une réaction en ligne? Allez. Il y avait une question plutôt au début sur les labels et sur une question, pourquoi est-ce qu'il y a toujours on propose souvent un label sur les abeilles, on fait des fixettes sur les abeilles et pas des labels un peu plus généraux pour la biodiversité ou sur les autres acteurs de la pollinisation à minima Je pense que Guerlain a fait un énorme travail là-dessus. J'exagère. En plus, moi, je suis très mal placée. Ma fille s'appelle Maya, donc vraiment, les abeilles, ça me plaît. Non, blague à part. Aujourd'hui, l'abeille est devenue le symbole du pollinisateur qui disparaît, comme on peut avoir sur d'autres... comme l'ours blanc, finalement, dans le cercle polaire. Voilà, je pense que l'abeille est devenue le symbole de la faune auxiliaire agricole qu'il faut préserver. Voilà, mais effectivement, du fait de la pollinisation notamment. Et puis, pour reprendre l'exemple de Bee Friendly, quand on connaît un peu l'histoire de ce label, on sait derrière que c'est des mouvements des syndicats apicoles qui étaient très à l'origine de ça aussi. Donc, mais ça s'élargit, j'imagine, autour de la bonne pratique pour l'abeille, sert globalement à d'autres pollinisateurs, on l'imagine. Oui, de manière générale, je pense qu'on parle de plus en plus de la diminution de la population d'insectes maintenant. L'abeille étant l'insecte gentil. Oui. Ça fait pas peur, ça pique pas. Voilà. Un regard critique peut-être sur le label HVE, avec et puis une réexplication en 1 minute sur les 3 niveaux pour qu'on comprenne bien. Parce qu'en gros, on entend beaucoup que le HVE, c'est le réglementaire. En gros, on nous l'a fait à l'envers. Haute valeur environnementale, Macache. En fait, tout ça, c'est du vent. Non, pas oui. Oui, mais non. Voilà. Il y a ces 3 niveaux. Et puis, voilà, au niveau 3, il y a quand même un effort particulier qui est à mettre en place, même si, là aussi, par construction, je crois qu'il y a un petit effet d'aubaine du point de vue pour la viticulture, parce que les modes de calcul font que ça valorisait. En tout cas, c'était plus facile pour la viticulture. Alors, il y a beaucoup de questions. Est-ce que demain, HVE deviendra l'agriculture régénératrice? J'en sais rien. Aujourd'hui, il y avait besoin d'avoir une démarche qui était à cheval entre le conventionnel, le « je fais rien », je justifie rien plutôt que je fais rien. Oui, c'est ça. Et le bio ou plus. Voilà. Aujourd'hui, demain, on ne peut pas emmener tout le monde en bio. Techniquement parlant, tout le monde ne peut pas aller en bio demain. Donc c'est une démarche socle qui avait vocation à accompagner un ensemble et la plus large partie des agriculteurs français. En tout cas, c'était l'idée de base de la certification environnementale. Il y avait besoin, à un moment, d'un tronc commun où on regardait ce qui se passait. C'est-à-dire qu'il y avait tout un tas de démarches qui existaient. Et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces démarches? Comment on les articule? Et comment on donne un socle commun minimal? C'est-à-dire qu'il y a un socle commun minimal, c'est qu'on respecte la réglementation environnementale. Et qui est une certification au sens où elle est reconnue par les pouvoirs publics. C'est ça important. C'est une norme, c'est une certification. C'est une certification. Et non pas, pas une norme privée. Ouais, voilà. Donc effectivement, c'est une certification environnementale qui est portée par le ministère, avec les qualités et les défauts d'une certification portée par un ministère. D'accord ?
défauts qui ne seront pas les mêmes si on se met du point de vue agriculteur ou du point de vue écologiste. Et donc, si on explique juste le Donc, niveau 3. le tronc commun, Ouais. un niveau de base, c'est on respecte au moins la réglementation environnementale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre être une certification environnementale ou être bon environnementalement parlant si on ne vérifie pas la réglementation. Point. Le deuxième niveau, c'était on met en place des bonnes pratiques. Voilà. Et surtout, ça permet à des démarches qui existent à côté de dire, OK, moi, je me fais reconnaître par le ministère. Je suis une équivalence HVE2. Voilà. Alors, HVE, c'est forcément le 3. D'accord. Je suis une équivalence... non, mais merci de le dire, parce que comme quoi, Ouais. je ferai attentif aux mots. Alors, Donc, je ça, suis un équivalent certification environnementale de niveau de 2. niveau 2, c'est ça. Et ça veut dire que moi, je me suis fait reconnaître par le ministère parce que ma démarche, elle reconnaît au moins 16 points de bonne pratique. Et enfin, le niveau 3, le plus haut, Donc, le seul qu'on doit appeler seul HVE. qu'on Donc, peut le graphe appeler qu'on HVE. voyait tout à l'heure, c'était que de niveau 3. que de niveau 3, là, du coup, on est sur une obligation de résultat. Et donc là, on va calculer des indicateurs par exploitation. Et il faut que l'exploitation respecte un minimum d'indicateurs. Donc on a beaucoup entendu que si on n'était pas bon en biodiversité, on pouvait compenser en fertilisant, etc. C'est faux. Il faut valider en biodiversité, en fertilisation, en phytosanitaire et en irrigation si on est concerné. L'effet d'aubaine, du côté viticulture. Alors, l'effet d'aubaine côté viticulture, c'est que la viticulture a tardé à se lancer sur de la certification. Si on prend la filière grande culture, elle s'est structurée en très grosses coopératives depuis des années qui donnaient des cahiers des charges assez précis par les acheteurs. La viticulture, on était plus artisanale et on n'avait pas ce besoin-là. Les fruits et légumes, je pense que ce sera dit plus tard, mais sur la partie fruits et légumes, les prélèvements dans les rayons de supermarché pour vérifier les résidus de pesticides, ça se fait depuis des années. La viticulture, il n'y avait pas ça. Donc la viticulture n'a pas géré des cahiers des charges de certification jusqu'à présent. Là, il y en avait une, elle était mise à disposition par le ministère. Il fallait une certification, on prend celle du ministère. Donc l'effet d'aubaine a plutôt été qu'au moment où la viticulture a eu besoin d'une certification, l'HVE a commencé. D'accord, il n'y avait pas d'effet, j'avais en tête moi des effets, on va dire, structurels, qui disaient que le calcul des indicateurs était plus simple, on va dire. La HVE a été... peut-être dans sa version initiale, voilà, et pas dans sa version actuelle. Initiale, la HVE, il y avait une voie qu'on appelait économique et une voie qu'on appelait terrain. Et cette voie économique a été beaucoup dite, c'est les grands châteaux du Bordelais, les grands châteaux de Champagne qui ont pris cette voie économique. Il faut savoir que la part de viticulteurs certifiés par la voie économique était minime. Et cette voie maintenant n'existe plus. Cette voie qui n'existe plus. Et surtout, les viticulteurs, ils sont allés par la voie terrain, essentiellement. Et la voie économique était utilisée par des agriculteurs qui n'avaient pas assez d'indicateurs pour pouvoir valider la voie terrain. Et qui, aujourd'hui, avec la réforme... Voilà. Par contre, ce qui s'est passé avec la réforme, c'est que comme c'était beaucoup de viticulteurs qui étaient déjà certifiés, c'est eux qui ont dit « ça va pas ». Donc oui, effectivement, la Viti a eu certaines avancées que les autres filières n'ont pas eues puisqu'elles n'y étaient pas. C'est très clair. Merci beaucoup Marine Piton, conseillère à la Chambre d'agriculture de l'Hérault et référente Viti à la Chambre régionale.